J'aimerais vous parler un petit peu de Procure, halte au cancer de la prostate. Alors, je vais prendre quelques minutes pour faire une présentation. Alors, on sait qu'au Québec, il y a 4 600 Québécois qui reçoivent un diagnostic du cancer de la prostate chaque année. Alors, c'est pour ça que Procure a été fondé en 2003. C'est le seul organisme de bienfaisance au Québec qui est entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate. On agit sur 3 fronts: la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien. Pour ce qui est de la recherche, on a mis sur pied en 2007 une biobanque. Elle est le fruit d'une collaboration entre Procure, les 4 centres hospitaliers universitaires, soit le CHUM, le CUSUM, le CHU et le CHU de Québec. Alors, on parle de Montréal, McGill, Sherbrooke, ainsi que le CHU de Québec et le Fonds de recherche en santé du Québec. La biobanque recueille, traite et conserve des échantillons biologiques de grande qualité, de même que les informations cliniques et les données sociodémographiques d'hommes atteints d'un cancer de la prostate. Alors, on a eu quelques nouvelles étapes pour la biobanque, mise à la disposition de 4 100 échantillons biologiques de grande qualité à 2 projets pilotes, dont l'un au Québec et l'autre aux États-Unis. Une reconnaissance internationale par les chercheurs et les spécialistes en cancer de la prostate, et une affiliation au répertoire mondial des biobanques. Juste pour vous dire que pour chaque don que Procure reçoit, 90 sous vont à la cause, dont 60 sous à la biobanque Procure. Au niveau de la sensibilisation, le 19 novembre est maintenant la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. C'est une reconnaissance officielle adoptée par l'Assemblée nationale en novembre 2014. Puis en novembre, pour nous, c'est novembre. C'est la campagne annuelle novembre qui a lieu tout le mois de novembre. Et puis, il manque un petit peu d'espace ici, mais vous pouvez vous procurer un nœud papillon si vous voulez soutenir la cause directement sur le site de procure.ca. Cette année, nos 2 grands ambassadeurs sont Penelope McQuaid avec son papa Winston McQuaid qui a eu un cancer de la prostate également. Quelques ambassadeurs que nous avons, alors vous pouvez les reconnaître. Il y a Jean Pagé, il y a Kim Rusk, il y a Marie-Pierre Morin, Jean-Michel Anctil, Charles Hamelin. Alors, eux se sont engagés à porter le nœud papillon durant le mois de novembre ainsi que la journée du 19 novembre. Au niveau de la sensibilisation, on a également 2 événements majeurs, soit la Marche du courage ainsi que le Tour du courage. Ce sont 2 événements qui ont lieu lors du week-end de la fête des pères. Et c'est ce qui nous permet de ramasser justement les fonds nécessaires pour investir dans la recherche, mais pour investir dans des événements d'information comme la conférence de ce soir. Au niveau de l'information et du soutien, il existe 7 bonnes raisons d'utiliser les services de soutien de Procure. Tout d'abord, notre ligne sans frais 24/7. On a 3 infirmières spécialisées en urologie, tout particulièrement en cancer de la prostate, qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Vous n'avez qu'à contacter la ligne 1-800 sans frais. Et puis, il n'y a pas de, vous pouvez appeler à plusieurs reprises si vous avez plusieurs questions, mais elles vont retourner votre appel en dedans de 24 heures pour répondre à vos questions. Alors ça, c'est définitivement un service qui est très prisé en ce moment et qui est très utilisé. Évidemment, on a notre site web procure.ca. N'hésitez pas à aller le voir, le fureter, aller voir les informations médicales, les événements, etc. On a nos conférences grand public. Il y en a 2 par année, une à Québec à l'automne et une à Montréal au mois d'avril, mais elles sont diffusées en direct sur notre site. Alors, même si elle a lieu à Montréal, vous pouvez l'écouter en direct dans le confort de votre demeure. On a notre blog d'actualité. Il y a 3 articles par mois qui sortent sur différents thèmes. Puis justement, au mois d'octobre, ça parlait d'incontinence. Puis au mois de septembre, on parlait de dysfonction érectile. Alors, vous n'hésitez pas à aller sur le site puis à aller voir quels sont les sujets qui sont traités. On a notre infolette 2 fois par année qui vont vous donner une petite idée de ce qu'on a fait. On a évidemment notre livre qui est gratuit. Vous n'avez qu'à nous contacter, on va vous le faire parvenir. De même que nos nouvelles publications. On va tout vous faire parvenir ça par la poste sans problème. Et puis en bout de ligne, ben, c'est vraiment de faire une différence. À date, on a été capable d'investir 4,6 millions de dollars dans la recherche sur le cancer de la prostate par l'entremise de la biobanque. On a répondu à plus de 5 000 appels courriels de personnes qui sont touchées par le cancer de la prostate. Puis on a organisé plus de 300 conférences grand public à travers le Québec. Alors ça, c'était mon tour de table pour vous parler de Procure, question que vous sachiez qui nous sommes.
Il y en a qui ont posé plusieurs questions concernant le livre sur le cancer de la prostate. C'était pour vous dire qu'il est gratuit. Vous n'avez qu'à nous contacter chez Procure et à ce moment-là, on va vous le faire parvenir. Alors, je voulais également répéter qu'on a des infirmières spécialisées en urologie qui vont répondre à vos questions. C'est une ligne sans frais, un 855-24-7. Quand vous avez des questions, vous pouvez les contacter. Elles vont prendre le temps nécessaire pour répondre à vos questions ou à vos inquiétudes. Et si vous voulez les rappeler, parce que vous en avez d'autres, à ce moment-là, vous n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas pour le livre. Contactez-nous, puis on va vous le faire parvenir. On va passer maintenant à la deuxième conférencière ce soir. Son nom, c'est Claudia Brown. Elle a reçu à la fois son Bachelor Science Physiotherapy, c'est ça, et son diplôme de maîtrise à l'Université McGill. Elle est une physiothérapeute clinique qui traite une variété de troubles du plancher pelvien depuis plus de 25 ans. Maintenant membre de la faculté de l'Université de médecine de McGill, elle enseigne les troubles du plancher pelvien aux étudiants en physiothérapie. Claudia est également membre du conseil d'administration de la Fondation d'aide aux personnes incontinentes. Elle est la copropriétaire et gestionnaire de Physiothérapie Polyclinique Cabrini à Montréal et la clinique de physiothérapie Concorde à Laval. Alors, veuillez accueillir Claudia Brown pour cette deuxième partie de la conférence. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend comme ça? OK, c'est bien. Alors, je suis très contente d'être ici ce soir pour vous parler des problèmes d'incontinence en post-prostatectomie. En physiothérapie, nous voyons beaucoup de messieurs qui ont ces problèmes-là. Nous les comprenons et nous pouvons les aider. Et ce soir, c'est ça que je veux essayer de faire, c'est de discuter les problèmes d'incontinence et de vous donner un peu des conseils. Alors, les objectifs de ma présentation ce soir, c'est pour faire une discussion franche des problèmes d'incontinence survécus par plusieurs hommes après l'opération de la prostate. Je vais expliquer aussi le rôle du plancher pelvien dans le contrôle urinaire. Et je vais fournir aux hommes des conseils pratico-pratiques pour leur aider à gérer leurs problèmes d'incontinence. Donc, Dr. Nadeau vous a expliqué très bien c'est quoi le problème d'incontinence. Nous voyons que ça peut être de quelques gouttes à une véritable champlure. C'est habituellement beaucoup moins pire en position couchée et ça arrive souvent au changement de position. Beaucoup de nos patients vont voir aussi que ces problèmes d'incontinence vont augmenter au courant de la journée, comme Dr. Nadeau a mentionné. Donc, vous avez les problèmes d'incontinence à l'effort et des problèmes d'urgence. Et il y a beaucoup de raisons pour ça après l'opération de la prostate. Vous aviez une pointer, Dr. Nadeau? Oh, c'est ici. OK, c'est bien. Donc, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, juste pour réviser un peu qu'est-ce que Dr. Nadeau elle a dit, c'est qu'avant l'opération, vous avez la vessie, vous avez la prostate et vous avez ici qu'est-ce qui s'appelle le plancher pelvien. Alors, Dr. Nadeau a parlé beaucoup du sphincter. C'est le muscle qui ferme l'urètre qui est dans le plancher pelvien. Donc, avant l'opération, pour aller uriner, il faut que l'urine passe par le sphincter interne, par la prostate, par le sphincter externe et le plancher pelvien. Donc, la vessie a beaucoup d'obstacles. Là, quand la prostate est enlevée, là, la vessie, elle n'a pas beaucoup d'obstacles. Le seul obstacle qu'elle a, c'est le plancher pelvien et le sphincter externe. Donc là, la vessie, il faut qu'elle s'adapte à une nouvelle réalité. Avant, il fallait pousser fort pour que l'urine sorte. Là, c'est plus nécessaire. Alors, il y a moins d'obstacles ici. C'est pour ça que beaucoup de messieurs aussi, comme Dr. Nadeau a dit, qu'ils vont améliorer en dedans de 6 mois à 9 mois, des fois jusqu'à 24 mois après l'opération. C'est parce que la vessie doit s'adapter à cette nouvelle réalité de votre corps. Alors ça, c'est des problèmes d'incontinence à l'effort. Quand on va tousser normalement, si on tousse, si on éternue, si on lève notre petit enfant, il y a une pression qui est faite sur la vessie. Et tous ces obstacles empêchent que ça coule. Mais après l'opération, quand vous allez tousser, éternuer, lever votre petit enfant, ces pressions-là vont faire qu'il y a moins d'obstacles. Alors vous pouvez avoir des fuites, surtout à l'effort. Alors les problèmes d'urgence, c'est différent. C'est que normalement, la vessie, elle doit être bien relaxe. Et quand c'est le temps d'uriner, elle contracte. Après l'opération,
la vessie, elle contracte aussi, et il faut qu'elle contracte pour vaincre moins d'obstacles. Alors, les personnes avec des urgences, ils ont vraiment des envies soudaines et ils ont la difficulté à contrôler. Et les personnes avec l'incontinence à la force, c'est plus quand on va tousser, éternuer. Mais ces deux problèmes-là, on voit beaucoup chez nos patients. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez les incontinences? Il y a beaucoup d'émotions, puis il y a beaucoup de tabous aussi. On ne veut pas en parler, on est très gêné, on est très content qu'on ait eu l'opération puis le cancer est enlevé, mais on a un problème maintenant, un deuxième problème qu'on n'en attendait pas du tout. Même si le médecin a peut-être mentionné que vous allez peut-être avoir des incontinences, c'est pas à ça qu'on pensait avant l'opération. Donc, après l'opération, on enlève la sonde puis ça coule beaucoup. Alors, premièrement, il y a une grande surprise chez beaucoup de nos patients, ils sont très surpris et sont choqués. Après ça, il y a une certaine déni et on voit qu'on ne veut pas en parler, on ne veut pas en parler à notre femme, on ne veut pas en parler à nos enfants, on veut cacher le problème. On peut être choqué avec une colère. Oui, c'est correct. Et après ça, on peut avoir une tristesse. Après ça, on peut être résigné au problème. Éventuellement, on va l'accepter le problème. Et après ça, on est dans la phase de reconstruction. Continue? OK. Donc, ça, je ne sais pas si vous reconnaissez ces étapes-là. Ces étapes sont vraiment les étapes de la deuil. Alors, souvent, quand on vit quelque chose qu'on n'est pas habitué dans notre vie, on passe par plusieurs étapes. Alors, je ne sais pas dans vos situations à vous, dans cette salle, mais vous allez si vous avez des problèmes d'incontinence ou bien si vous en connaissez du monde qui ont des problèmes d'incontinence, vous avez peut-être passé par ces étapes-là. Et c'est normal. Donc, moi, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner quelques stratégies et des solutions qui sont conservatrices. On appelle ça conservatrice. Ça veut dire que c'est les stratégies qu'on essaie à faire avant qu'on ait aux prises à avoir une chirurgie. Alors, il y a beaucoup de choses à faire avant. Alors, je vais parler de 5 choses. Une, c'est les ajustements au niveau de la diète. L'autre, c'est de faire un calendrier mictionnel, de faire des exercices de Kegel, de faire un verrouillage périnéal et aussi, on peut utiliser des produits. Alors, je vais parler un petit peu de chacune de ces 5 solutions. Donc, ajustement de la diète. Vous avez peut-être remarqué que le café et le thé, aussitôt que vous buvez ça, vous avez plus d'urgence et vous avez plus de fuite. Et c'est normal parce que le café va directement au niveau de la vessie et occasionne que la vessie contracte beaucoup plus. Alors, la vessie qui est déjà aux prises avec une différente situation, maintenant, avec le café, vous pouvez avoir plus de fuite. Alors, il faut éviter les cafés, les colas, le thé et pour certains hommes, les mets épicés aussi vont faire que la vessie est un peu plus active et qu'il va avoir plus de fuite. Beaucoup de mes patients vont dire, là, étant donné que je perds beaucoup d'urine, je ne bois plus d'eau parce que aussitôt que je bois de l'eau, je vais avoir des fuites. Mais ce n'est pas une bonne idée. Parce que si on ne boit pas beaucoup d'eau, notre urine devient très concentrée et la vessie n'aime vraiment pas ça. La vessie est très contente d'avoir une belle urine bien diluée pour faire de l'exercice, mais la vessie n'aime pas avoir une urine concentrée. Alors, si vous ne buvez pas d'eau, votre urine va être très concentrée et vous allez avoir plus de problèmes de fuite. Et de l'eau, c'est bon pour la vessie parce que ça va lui rendre capable de faire sa contraction et de faire son expansion aussi. Donc, boire de l'eau et d'essayer d'éviter café, thé, cola. Prochaine solution que je vais vous donner, c'est une solution qui est très pratique pour vous et que vous pouvez faire à la maison. C'est de faire un calendrier mictionnel. Il y a beaucoup de raisons de faire ce calendrier-là parce que ça va vous aider à comprendre comment votre vessie se comporte et ça va vous aider à trouver des stratégies comment régler quelques-uns de ces problèmes-là. Alors, je vais aller un petit peu en détail sur le calendrier mictionnel parce que je pense que c'est vraiment une des solutions qui vont vous aider beaucoup. Pour faire un calendrier, vous pouvez juste écrire les fois que vous allez uriner, les fois que vous avez des urgences, des incontinences, quand vous avez bu du café, quand vous avez bu de l'eau, quand vous avez changé de pad. Alors, il y a beaucoup de différentes informations que vous pouvez mettre sur ce calendrier-là. On peut trouver des calendriers mictionnels sur l'Internet et sur le site web de la Fondation d'aide aux personnes incontinentes, il y a un calendrier mictionnel que vous pouvez downloader sur votre ordinateur pour en faire. Alors, le calendrier mictionnel va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe avec votre vessie
et elle va vous aider à établir les stratégies pour contrôler la vessie. Et comme Dr. Nadeau a dit, ça va vous aider beaucoup à expliquer votre situation à votre professionnel de la santé. Vous savez bien que vous attendez longtemps pour avoir votre rendez-vous chez le médecin et c'est bon si vous pouvez vraiment profiter de ce rendez-vous le plus et le best possible. Le médecin va vous demander plein de questions sur le fonctionnement de votre vessie. Puis si vous avez fait un calendrier émotionnel, vous allez comprendre assez bien pour pouvoir vraiment lui répondre et vraiment lui aider à vous aider aussi. Alors vraiment, le calendrier, c'est bon pour beaucoup de raisons. Donc, quand le calendrier est normal, dans le calendrier émotionnel, on marque la fréquence. Alors, chaque fois que vous allez uriner, vous marquez un petit U. Peut-être vous allez uriner 2 fois, une à 6 heures, une à 6 heures et quart. Vous allez uriner encore à 10 heures, 10 heures et demie. Vous marquez toutes les fois que vous allez uriner. La fréquence normale pour aller uriner, c'est de 5 à 8 fois par jour. Puis qu'est-ce qu'on voit après l'opération de la prostate? Étant donné qu'il y a beaucoup de fuites, la vessie n'a pas l'occasion vraiment de se remplir comme il faut. Et les messieurs, ils n'ont pas vraiment les sensations d'envie parce que ça coule tout le temps. Alors, il faut quand même essayer d'établir un genre de patron pour aller uriner régulièrement. 5 à 8 fois par jour, ça veut dire que vous allez uriner aux 2 heures ou entre 2 et 3 heures. Alors, si vous regardez votre montre, puis vous dites, ça fait pas 2 heures que je suis allée, je vais aller essayer d'aller uriner. Donc, vous allez expliquer à votre vessie que, oui, il y a un patron. Cette vessie-là ne devrait pas se vider tout le temps. Alors, vous devez vraiment établir une bonne patron de miction. Alors, quand vous allez voir sur votre calendrier, je vais juste 2 fois par jour parce que la vessie va toute seule, c'est pas une bonne idée. Essayez d'y aller uriner. Et essayez d'écouter les besoins parce que souvent, étant donné que la vessie ne se remplit pas autant, on sent moins la sensation de besoin. Alors, c'est vraiment une des choses très importantes. Et aussi de voir si vous allez uriner la nuit. Alors, ça va vous donner une idée. Alors, la fréquence, c'est la première chose. La quantité, il faut en accumuler. Le problème, comme je dis, c'est que souvent, on n'en accumule pas assez d'urine parce que ça coule trop. Il y a des personnes, aussitôt qu'on enlève la sonde, que c'est comme une vraie champlure. Alors, à ce moment-là, il faut en accumuler. Alors, qu'est-ce que nous suggérons à nos patients? C'est de se coucher au moins 1 fois par jour pendant au moins 20 minutes pour donner la vessie une chance de s'accumuler. Parce que vous allez réaliser que souvent le matin, vous vous levez, hop, la vessie est pleine et je le sens mon envie et je suis capable de me rendre aux toilettes. Alors ça, c'est normal. Alors, il faut essayer de recréer cette situation normale dans votre vie de la quotidienne. Alors, 1 à 2 fois par jour, couchez-vous pendant à peu près 20-25 minutes, donnez une chance à votre vessie à s'accumuler et là, vous allez sentir un besoin et là, vous allez vous lever et vous allez aller aux toilettes. Alors, vous essayez d'expliquer à votre vessie c'est quoi le fonctionnement normal. Alors, il faut accumuler de l'urine dans la vessie. Là, sur votre calendrier aussi, vous allez noter chaque fois que vous avez une fuite. Il y a des messieurs qui ont des fuites tout le temps, ça coule tout le temps, mais il y en a d'autres qui vont réaliser que « Ah, j'ai une fuite quand je lève mon petit enfant. Ah, j'ai une fuite quand je me lève de la position assise. J'ai une fuite quand je tousse, quand j'éternue. » Alors, si vous marquez toutes les circonstances des fuites, là, vous allez voir c'est quand que vous devez utiliser des stratégies. Vous allez dire « Ah, j'ai plus de fuites dans l'après-midi, peut-être parce que je suis plus fatiguée. Donc, l'après-midi, je vais faire un peu plus d'exercice avant l'après-midi, donc je vais me coucher à midi, me reposer un peu, faire un peu d'exercice pour mon plancher pelvien pour pouvoir vraiment contrôler. Alors, en notant les circonstances des fuites, vous allez réaliser. Puis aussi encore, vous allez pouvoir dire à votre médecin, j'ai des fuites sans effort et j'ai des fuites avec effort. L'autre chose que vous pouvez noter sur votre calendrier, c'est les urgences. Quand est-ce que vous avez vraiment besoin d'y aller et vous n'êtes pas capable de vous retenir? Alors ça, c'est important de savoir, avez-vous des urgences souvent ou pas souvent? Alors si vous voyez que vous avez des urgences et si vous avez pris la peine de marquer vos cafés sur le calendrier, vous pouvez dire, ah, j'ai les urgences tout de suite après le café. Alors peut-être c'est le café qui me cause les urgences. Alors que ça vous aide vraiment à comprendre comment la vessie fonctionne. Parce que c'est vraiment un réservoir qui fonctionne automatiquement, mais il y a beaucoup de contrôle qu'on peut exercer sur la vessie avec la concentration de notre cerveau. Et comme j'ai dit, vous pouvez marquer les liquides que vous avez bu. Est-ce que j'ai bu assez d'eau aujourd'hui? Est-ce que j'ai bu du café? Est-ce que là que j'ai mes fuites? Est-ce que j'ai mes fuites quand je bois du thé? Alors, vous pouvez écrire aussi les liquides.
Dernière chose que vous pouvez écrire sur votre calendrier émotionnel, c'est les pads et les protections. Parce que, comme Dr. Nadeau a dit, on se base beaucoup sur comment votre situation progresse en comptant les pads que vous utilisez. Alors, il faut savoir pas juste combien de pads, mais quelle sorte de pads. C'est une pad mince, une pad épaisse, c'est une couche. Et comme ça, en regardant les protections, vous pouvez vraiment avoir une idée. Une autre chose qui est très encourageante, c'est que vous faites votre calendrier aujourd'hui et là, vous le faites une autre dans 6 semaines. Et vous allez voir, il y a peut-être un changement dans 6 semaines. Ça va être très encourageant. Vous allez voir, depuis que j'ai arrêté le café, ça va mieux. Ou depuis que j'ai commencé mes exercices, ça va mieux. Ou bien des fois, c'est juste le temps où est-ce que ça va aller mieux. Alors, c'est bon de comparer un calendrier émotionnel d'une journée et peut-être 6 semaines plus tard aussi. Et là-dessus, vous allez voir, avant, je mettais beaucoup de protection, là, j'en mets beaucoup moins. Et pour nous, en physiothérapie, c'est ça, c'est une façon qu'on peut savoir si le monsieur est en train d'améliorer, c'est qu'il a de moins en moins de pads. Souvent, on réalise, et le monsieur réalise qu'il met des pads quand même, juste au cas où, mais les pads sont plus vraiment remplis. Alors souvent, la meilleure chose à faire, c'est de mettre le pad le plus mince que vous avez besoin, parce que là, votre corps et votre cerveau vont réaliser, bon, il faut que je travaille plus fort, parce que le pad n'est pas très, très épais. Alors, souvent, on utilise le pad un peu comme une béquille. Alors, on a peur que ça coule, on met une pad au cas où, mais si on met une pad plus mince, on va peut-être plus souvent serrer notre muscle pour contrôler les fuites d'urine. Alors, ça, c'est le calendrier. Les prochaines choses, c'est les exercices de Kegel. Puis c'est ça que Dr. Nadeau a parlé. C'est vraiment qu'est-ce qu'on appelle première ligne. Alors, on suggère toujours au monsieur de faire des exercices avant d'avoir une chirurgie, avant d'avoir, même des fois avant des médicaments, on va suggérer les exercices. Alors, on a entendu parler des exercices de Kegel. Kegel, ça veut juste dire c'est le nom du monsieur qui a inventé ces exercices-là. Et c'est des exercices pour le plancher pelvien. Alors, ça aide à fermer l'urètre et calmer la vessie. Alors, il y a 2 fonctions, cet exercice-là. On travaille, c'est juste comme quand on fait un sport, c'est la même chose. Hein? On ne peut pas travailler toujours de la même façon, notre muscle. Il faut travailler l'endurance, la force, la vitesse du muscle. Alors, c'est pour ça qu'il y a juste serrer et relâcher, ce n'est pas toujours assez. Il faut serrer de différentes façons que je vais vous expliquer. Ces exercices-là, on peut les faire n'importe où. Vous pouvez être en train de les faire maintenant, puis je ne sais même pas, parce qu'on ne voit pas ces muscles-là. C'est les muscles qui sont cachés. Alors, vous n'avez aucune excuse de ne pas les faire, parce qu'on peut les faire dans la voiture, on peut les faire au cinéma, on peut les faire n'importe où. Ça ne prend pas d'équipement et c'est facile à faire. Donc, juste pour vous expliquer un peu les exercices, comment les faire, je vais essayer, c'est sûr qu'en physiothérapie, on peut vous montrer un peu plus spécifiquement, mais comme ça, vous allez probablement pouvoir comprendre comment les faire. Alors, juste pour vous dire, le plancher pelvien, c'est le muscle qui est ici, en dessous. Alors, vous voyez, c'est vraiment le plancher du pelvis, c'est le plancher du bassin. Et ce muscle-là est important pas juste pour les urines, mais pour plein d'autres choses. Alors, vous voyez ici, c'est un muscle qu'on appelle un stabilisateur du corps. Alors, si moi, je me lève et je saute sur une jambe, pour tenir mon équilibre, j'ai besoin de mon plancher pelvien. Et j'ai besoin aussi des autres muscles ici, les abdominaux et les muscles au niveau du dos aussi. Mais le plancher pelvien est très important pour stabiliser la colonne. Ça, c'est une vue comme d'en haut du plancher pelvien. Et vous voyez vraiment que le muscle est vraiment un plancher. Alors, c'est le muscle qui tient tous les organes. Alors, il faut qu'il supporte les organes aussi. Ici, on voit le muscle encore. Alors, le muscle a le rôle de stabiliser le corps. Il a aussi le rôle de tout supporter ça parce qu'il n'y a pas d'os en dessous. Alors, pour supporter le rectum, supporter la prostate, la vessie, tous les organes ici, c'est vraiment ce muscle-là. Alors, déjà, le rôle de vous aider à tenir votre équilibre, il a le rôle de supporter vos organes et maintenant, il a le rôle qu'il faut que vous ayez à contrôler l'urine. Alors, c'est un muscle qui a beaucoup de fonctions très importantes, puis vous pouvez l'exercer. Alors, quand la prostate est enlevée, alors comme Dr. Nadeau a dit, on prend l'urètre puis on l'attache ici. Ça, c'est une autre chose que beaucoup de messieurs ne réalisent pas des fois. Des fois, le fait de tirer l'urètre comme ça fait rentrer le pénis un peu. Alors, des fois, le pénis est un peu plus court, un peu plus rentré après l'opération. Beaucoup de mes patients sont très surpris de ça, mais c'est à cause de l'anatomie que c'est fait. Donc, la force ici de ce muscle-là va aider à fermer ici. C'est le même muscle qu'on utilise pour empêcher des fuites de flatulence et pour empêcher des fuites au niveau des selles. Alors, le muscle doit savoir comment contracter pour ne pas aller uriner et pour ne pas aller à la selle. Il faut qu'il soit capable de relâcher pour permettre l'urine de sortir et pour mettre les selles à sortir.
OK, comment est-ce qu'on les fait? Alors, c'est un muscle qu'on ne voit pas. Si je vous demande de faire des curls avec le biceps, vous allez savoir tout de suite comment faire, OK? Mais le muscle du plancher pelvien est caché. Il faut que vous essayez d'imaginer. Vous pouvez tout essayer tout de suite. Je ne saurais pas. Serrer au niveau de l'anus et à la base du pénis. Alors, vous essayez de faire une contraction pour fermer au niveau de l'anus. Et si vous vous regardez dans le miroir, vous allez voir un petit mouvement au niveau du pénis parce que c'est ça la contraction. C'est le même muscle qui travaille quand vous arrêtez le jet d'urine. Alors, si vous n'êtes pas sûr que vous faites le bon exercice, commencez d'uriner, arrêtez le jet, c'est ça le muscle. Mais ce n'est pas un bon exercice à faire régulièrement. On ne vous demande pas d'arrêter le jet d'urine pendant que vous êtes en train d'uriner, mais vous essayez juste une fois par semaine pour voir si vous êtes bon et si vous êtes capable de le faire et si vous avez le bon muscle. Alors, c'est vraiment ce muscle-là. Il ne faut pas forcer beaucoup. Il ne faut pas forcer trop. C'est un muscle qui est un mouvement de la peau. Ce n'est pas un mouvement des os. C'est vraiment un muscle, c'est comme au début, on force, juste fermer les yeux, ça bouge la peau. Alors, c'est un petit mouvement comme ça. On bouge la peau au niveau de l'anus et au niveau de la base du pénis, puis on essaie de serrer un petit peu de plus en plus fort. Mais on ne force pas fort. Il ne faut pas que la figure devienne rouge pour le faire. Le bassin ne devrait pas bouger. Alors, si vous êtes couché et vous avez un sous-vêtement, on ne devrait pas voir de mouvement, sauf peut-être un petit mouvement du pénis. Mais le bassin comme tel ne devrait pas bouger. C'est vraiment un petit mouvement privé au niveau de ces muscles-là. On serre, on tient 5 secondes, serrez 1, tenez 2, tenez 3, tenez 4, tenez 5, et on relâche complètement pendant 10 secondes. Beaucoup de messieurs ne vont pas relâcher assez longtemps, donc le muscle devient trop fatigué. Alors, il faut vraiment prendre le temps de relâcher. Alors, on serre 1, 2, 3, 4, 5, et on relâche 10 secondes. On fait ça 10 fois, et on fait ça 5 fois par jour. Alors, c'est pas vraiment beaucoup. Alors, une fois que vous avez maîtrisé ça, serrez 5 secondes, relâchez 10, il faut travailler d'autres choses dans le muscle. Il faut travailler aussi sa vitesse. Parce que les messieurs vont dire, mais Claudia, c'est correct parce que si je tousse, je serre mon muscle, je tousse et je n'ai pas de fuite. Mais quand j'éternue, je n'ai pas le temps de serrer mon muscle. Donc, il faut travailler la vitesse. Alors, serrer, relâcher, serrer, relâcher, serrer, relâcher, serrer, relâcher. On vous demande de faire ça, de travailler la vitesse. Et avant d'éternuer, vous avez le temps de serrer votre muscle, éternuer et après ça, relâcher votre muscle. Ça fait vraiment comme un genre de verrouillage à ce moment-là. Aussi, vous pouvez essayer de faire des contractions moins intenses parce qu'il y a des messieurs qui vont me dire, c'est quand je suis debout longtemps, à 2 heures l'après-midi, que je suis fatiguée. Alors, il faut qu'on travaille l'endurance du muscle. Donc, on serre à moitié et on tient longtemps. Alors, on serre à moitié. Alors, au lieu de serrer complètement, on serre juste assez pour bouger la peau, puis on tient pendant plus longtemps. Alors, c'est de façon à vraiment travailler ce muscle-là du plancher pelvien. Éventuellement, qu'est-ce qu'on veut? On veut que vous soyez capable de tenir une petite contraction et de maintenir la contraction pendant 60 secondes. Vous devez être capable de faire ça. Et ça va entraîner le plancher pelvien pour l'endurance. Une fois que vous connaissez ces exercices-là, vous faites ce qu'on appelle le verrouillage périnéal. Donc, avant de sortir, beaucoup de temps, c'est en sortant de la voiture que nos patients ont des problèmes. Alors, avant de sortir de la voiture, vous mettez vos 2 pieds à terre, vous serrez votre plancher pelvien et là, vous vous levez. Si vous faites ça assez souvent, éventuellement, votre cerveau va réaliser que c'est un patron, puis le cerveau va le faire pour vous. Alors, vous savez que la première fois que vous allez à votre travail, il faut savoir est-ce que je tourne à gauche, je tourne à droite, comment est-ce que je me rends. Maintenant, vous allez à votre travail, si vous travaillez encore, et ça se fait tout seul. Parce que des choses qu'on fait régulièrement, notre cerveau commence à les reconnaître. Alors, si vous faites le verrouillage périnéal, chaque fois que vous sortez de la voiture, éventuellement, ça va se faire tout seul parce que vous allez créer un patron dans votre cerveau. Beaucoup de mes patients, c'est en se levant le matin. Alors, en se levant le matin, là, c'est le meilleur moment de faire votre exercice parce que là, votre vessie est plein et vous sentez que le vessie est plein. Donc, vous dites, OK, je vais aller aux toilettes, mais avant de me lever, je serre mon plancher pelvien. Je tourne sur le côté, je me lève comme le monsieur ici, je tourne sur le côté, lever comme ça pour pas mettre trop de pression sur la vessie. Parce que si on sort du lit tout de suite, les abdominaux travaillent fort, ça pousse sur la vessie puis ça fait des fuites. Donc, il faut que vous faites serrer graduellement, trouvez votre position, levez-vous graduellement et vous n'auriez pas de fuite. Avant votre swing en golf, alors il y a beaucoup de mes patients qui jouent au golf et j'ai des messieurs qui arrêtent de jouer au golf pendant quelques mois dans l'été après l'opération de la prostate, puis c'est pas drôle quand on aime cette partie-là. Donc, vous pouvez apprendre à faire votre verrouillage. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à penser quand on fait notre swing déjà, mais vous pouvez faire le verrouillage avant puis faire votre swing de golf avant l'effort.
avant que vous levez votre petit enfant, alors n'importe quel effort. Alors là, vous allez avoir vu sur votre calendrier émotionnel, bon, mes fuites sont dans ces circonstances-là, donc c'est là que je fais mon verrouillage. Puis éventuellement, votre cerveau va comprendre, il faut que je fasse le verrouillage très souvent. Une autre chose qui arrive, puis c'est un réflexe qui a été découvert, c'est que quand on serre, on ne fait pas juste fermer ici, au niveau de la vessie. Alors ça, vous voyez, c'est une vessie qui n'a pas de prostate. Ça, c'est le sphincter ici. Alors, quand on serre notre plancher pelvien et le sphincter, il y a un réflexe qui s'en va à la colonne et qui revient. C'est un massage qui est fait par les nerfs, qui est envoyé par les nerfs du sphincter jusqu'à la colonne. Et ça s'en va dire à la vessie, calmez-vous, le monsieur, il ne veut pas aller uriner tout de suite. Alors, c'est vraiment un véritable message qui est fait et que vous pouvez utiliser. Si vous avez un besoin, mettons que aujourd'hui, maintenant, dans la conférence, vous avez une urgence ou vous sentez que vous avez un besoin d'y aller, il faut que vous dites, OK, mais il faut calmer par le cerveau aussi, mais il faut calmer aussi par le muscle. Donc, vous serrez votre muscle doucement et ça va inhiber la vessie. Elle va dire à la vessie, bon, donnez-vous de l'espace parce que ce n'est pas le temps d'y aller. Alors, vraiment, cette contraction, ça fonctionne beaucoup pour calmer la vessie. On peut utiliser aussi le cerveau pour calmer la vessie. Puis c'est pas psychologique, c'est qu'est-ce qu'on appelle neurophysiologique. Il y a des personnes, quand on arrive à la maison, toute la journée, on s'est dit, je vais aller aux toilettes quand j'arrive à la maison. Je vais aller aux toilettes quand j'arrive à la maison. Aussitôt qu'on met les clés dans la porte, on est arrivé à la maison, le cerveau dit, OK, c'est le temps d'y aller. Alors, c'est vraiment le cerveau qui fonctionne comme ça, qui est toujours en train de dire à la vessie, c'est pas le temps d'y aller. Alors, il faut vraiment parler au cerveau. Et c'est, comme je vous dis, il y a beaucoup de mes patients qui disent, Claudia, c'est psychologique. Ça m'arrive chaque fois que j'arrive à la maison. Mais je ne sais pas si c'est psychologique. C'est parce que les inhibiteurs dans le cerveau, ils arrêtent de travailler parce que vous êtes à la maison. Donc, dans la journée, au lieu de dire, je vais aller à la toilette quand j'arrive à la maison, vous allez dire, je vais aller à la toilette quand je suis assise sur la toilette ou bien quand je suis debout devant la toilette. Alors, vous parlez différemment à votre cerveau. Et là, quand vous arrivez à la maison, votre cerveau ne va pas remarquer. Mais quand vous arrivez et vous êtes assis sur la toilette ou debout devant la toilette, votre cerveau va dire « Ah, c'est le temps d'y aller ». Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est comme le Pavlov, hein? Vous vous souvenez, tu sais, les chiens qui vont saliver quand ils vont voir la nourriture, c'est la même chose. On a cette circonstance dans notre cerveau et ça fonctionne, on est capable de l'utiliser. L'autre chose, c'est les produits. Puis, Dr. Nadeau vous a déjà parlé du condom urinaire et aussi des clampes. Puis aussi, il y a des protections et les pads. Il y a beaucoup de différentes sortes. Moi, je traite les hommes et les femmes. Et j'ai trouvé que les hommes, ils ont beaucoup d'imagination pour savoir comment faire les pads. Alors, il y en a qui ont une Scott Towel pliée en toit entre deux pads. Alors, ils ont beaucoup d'imagination. Et c'est bien, mais il y a beaucoup de super bons produits sur le marché. Les produits sur le marché, ils ont des choses dedans qui empêchent l'odeur aussi. Alors ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce que nous, on suggère comme physiothérapeute, c'est que quand vous mettez les produits, mettez pas le plus gros, mettez le plus petit possible. Alors, notre question, ça va être, est-ce que vous êtes obligé de changer les sous-vêtements aussi? Si oui, votre pad n'est pas assez gros. OK? Alors, mais si vous pouvez trouver le pad le plus petit pour ne pas être obligé de changer de sous-vêtements, là, vous êtes en bonne action. OK? Alors, parce que, qu'est-ce qui arrive? Parce que, comme je vous ai parlé du muscle et le cerveau, si le cerveau réalise qu'il y a une pad là, il va dire, OK, c'est correct, il y a une pad là. OK? Et si le cerveau réalise que le pad est petit, il va dire, OK, n'oubliez pas, monsieur, faites vos exercices du plancher pelvien avant de tousser parce qu'il n'y a pas de pad. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Et c'est vraiment comme ça qu'on travaille avec nos patients pour qu'elle arrive à contrôler. Donc, en conclusion, c'est ça les suggestions que j'ai à vous donner. C'est de faire votre calendrier émotionnel et vraiment comprendre comment votre vessie fonctionne. Vraiment comprendre l'action de votre vessie parce que vous allez pouvoir utiliser les stratégies comme il faut. Faire vos exercices du plancher pelvien. Utiliser le cerveau pour contrôler la vessie. Boire de l'eau, éviter le café. Faites votre verrouillage périnéal avant de changer de position. Les clampes aussi, les pads, c'est des choses que vous pouvez utiliser aussi si jamais votre problème n'améliore pas assez vite.
Si, avec tout ça, vous avez besoin d'aide, alors que c'est beaucoup de conseils que je vous donne dans cette conférence-là, mais il y a des physiothérapeutes qui sont formés spécialement dans ce domaine-là qui peuvent vous aider. Si vous avez la chance d'être référé avant votre opération de la prostate, c'est mieux parce que vous pouvez commencer tout de suite vos exercices du plancher pelvien. Alors ça, c'est la meilleure chose. Mais sinon, vous pouvez venir après l'opération, puis on peut vous parler de toutes ces stratégies-là, puis ça aide beaucoup. Alors, une physiothérapeute, il faut qu'elle ait une formation spéciale en rééducation périnéale pour les hommes. Puis, c'est elle qui pourrait vous aider. Vous pouvez appeler l'Ordre professionnel de la physiothérapie. Ils ont une liste de tous les physiothérapeutes dans la région de Québec et dans votre région qui œuvrent dans ce domaine-là et qui sont formés spécialement. Alors, votre physio vous guidera dans l'application des stratégies conservatrices et regardera votre calendrier mixinel avec vous pour vous aider à comprendre votre vessie. Aussi, une chose qu'on peut faire, parce que si vous n'êtes pas sûr de bien faire l'exercice, on regarde votre exercice. On regarde en vous regardant, mais aussi on peut le faire, on met un doigt au niveau de l'anus et on peut sentir l'activité du muscle. Et on peut vous aider à trouver le muscle avec notre doigt et on peut vous le montrer. Aussi, on a un appareil qui s'appelle le biofeedback. C'est comme un genre de petite électrode que nous mettons dans l'anus. Et l'électrode, il y a des bandes électriques qui sont capables de lire l'activité électrique qui est générée par votre muscle. Alors, juste un exemple. Admettons qu'on a mis une électrode au niveau de l'anus. Au repos, vous êtes comme ça. Là, je dis, OK, serrez votre muscle, serrez fort, serrez. Et maintenant, relâchez. Serrez et relâchez. Et l'effet de voir ça sur l'écran, ça nous aide à vous faire travailler la vitesse, l'endurance, la force. Alors, ça rend l'entraînement un petit peu plus le fun, un peu plus intéressant. Et vous pouvez vraiment visualiser. Et là, après, quand vous arrivez à la maison, vous pouvez dire, OK, c'est comme ça que je le faisais. Et vous pouvez imaginer l'écran. Et là, vous pouvez faire votre exercice. Alors, des fois, vous avez besoin de voir une physio pour être sûr de faire la bonne chose. Des fois, juste avec les conseils qu'on vous donne comme ça, c'est suffisant. Et après, quand on voit comment vous fonctionnez, comment vous travaillez avec le biofeedback, on peut établir un plan de traitement qui vous aide vraiment selon vos besoins particuliers et comment vous travaillez. Donc, je vous propose de passer à l'action. Si vous êtes en attente d'une prostatectomie radicale, vous pouvez commencer vos exercices dès maintenant. Si vous avez déjà été opéré, mais c'est récent, soyez patient, car votre situation peut améliorer pendant au moins 1 an et jusqu'à 2 ans après la chirurgie. Nous avons moi j'ai déjà vu des patients après 3 et 4 ans qui n'avaient jamais fait la physio, qui sont venus et on leur montre les exercices, puis au moins on peut leur aider à contrôler lors de certains efforts. Alors il y a beaucoup de choses à faire même plus tard. Si vous avez été il y a plus longtemps, c'est la physio que vous pouvez essayer quand même, et il y a d'autres techniques comme Dr. Nadeau avait parlé. Mais pour la plupart des personnes, l'incontinence urinaire peut être guérie, améliorée ou gérée, et ça peut améliorer beaucoup votre qualité de vie. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Claudia Brown. C'était super intéressant, franchement. On va ouvrir la période de questions. Ce que j'aimerais, c'est qu'on me fasse signe, ceux qui veulent poser des questions, pour que je puisse vous donner le micro. De cette façon-là, les gens qui sont en ligne vont pouvoir entendre la question, de même que notre interprète. Alors, si vous ne parlez sans micro, personne ne va vous entendre, sauf probablement nous. Moi, ce que je demanderais à ce moment-là au Dr Nadeau et Claudia Brown, si jamais la question n'était pas claire, peut-être juste la reformuler. Ça va faciliter justement la compréhension de cette question-là. Pour ceux qui sont en ligne en ce moment, à ce moment-là, vous pouvez nous envoyer vos questions. Vous n'avez qu'à peser sur le bouton questions, puis nous, on les reçoit. Et c'est moi qui va pouvoir à ce moment-là les lire et les partager avec avec le Dr Nadeau et Claudia Brown. Alors, on ouvre la période de questions. Vous avez juste besoin de me faire signe pour que je puisse aller vous rejoindre. Oui, bonsoir. 1, 2, oui, c'est bien.
Moi, la question, c'est que, voyez-vous, quand je vais aux toilettes et que, et que je vais, j'ai une envie, j'urine, mais le problème, c'est que j'ai toujours une partie de l'urine qui reste dans le pénis. Et là, ça chauffe. Et là, je suis obligé d'attendre au moins 5-10 minutes avant que ça se vide. Je viens de rencontrer mon médecin, j'en ai parlé, mais là, il me prescrit encore des pilules pour ce problème-là. Mais à un moment donné, ça vient cher à payer, là. Je voudrais savoir s'il y a de quoi à régler ce problème-là, à part les pilules. C'est toujours difficile, en fait. C'est toujours difficile de donner une opinion quand même rapidement comme ça, sans avoir fait une évaluation complète, parce que c'est sûr que je suis pas au fait des antécédents médicaux, des chirurgies qui ont pu avoir lieu dans le passé. De façon générale, j'ai parfois une demande de consultation pour justement du dégoûtage là, vers la fin, en fin de miction ou après avoir... on est rhabillé, puis c'est comme en sortant de la salle de bain qu'il y a des gouttes qui tombent dans les sous-vêtements. C'est quelque chose qui peut, malheureusement, des fois faire partie, si on veut... c'est pas comme nécessairement normal, mais c'est pas non plus anormal, si on veut, de par l'anatomie de l'urètre masculin. Encore une fois, comme je dis, là, j'essaie de rester générale parce que ici, on parlait un petit peu plus de l'incontinence post-prostatectomie, mais même chez des hommes, souvent, c'est fin trentaine, début quarantaine, ils commencent à avoir des gouttes en fin de miction quand on est en train de sortir de la salle de bain. Et donc, au niveau de l'urètre, il y a un endroit qui est plus large, qui peut des fois servir, si on veut, comme d'un petit réservoir et il peut s'y loger des petites gouttes. Puis c'est justement quand on est debout à ce moment-là que ces gouttes-là vont tomber dans le sous-vêtement. Une des façons qu'on peut utiliser, si c'est vraiment qu'on a l'impression qu'il y a de l'urine qui reste dans l'urètre, c'est d'aller, entre guillemets, vider l'urètre en poussant sur le périnée avec la main, alors qu'on est encore sur la toilette avant de se rhabiller. Donc, le périnée, comme je mentionnais, c'est la peau qui est entre le scrotum et l'anus. Donc, en appuyant complètement, ça peut aider à évacuer les gouttes. Mais c'est sûr que pour le reste, ça pourrait être de faire une demande de consultation médicale parce que des fois, il peut y avoir d'autres anomalies qui peuvent nécessiter, par exemple, de faire une cystoscopie avec la caméra pour aller voir à l'intérieur de l'urètre pour voir s'il n'y a pas d'autres anomalies, par exemple. Pardon. Oui, Mme Brown avait aussi. Je vais vous reprendre aussi avant que vous faites vos commentaires parce que... oui, c'est toujours ça. Sorry. C'est parce que si vous urinez en position assise, ou en position debout, ça peut faire une différence. Si vous urinez en position assise, des fois, c'est plus facile à relâcher complètement votre muscle du plancher pelvien. Il y a des messieurs qui vont commencer d'uriner, mais ils arrêtent trop vite. Alors, si vous trouvez votre muscle et vous essayez de le relâcher bien, à la fin, ça peut aider. Et des fois, vous pouvez juste essayer de tousser un peu à la fin de la miction. Et l'autre façon, comme Dr. Nadeau a dit, je pense que vous pouvez voir sur ça, ici, comme elle a mentionné, vous pouvez pousser ici en arrière du scrotum, ici, puis vous faites une pression. Et si vous pouvez continuer votre pouce entre les testicules et faire la pression et aller suivre ça jusqu'au bout, ça va aider à vider le plus possible à la fin. Alors, c'est d'être bien reposé, essayez différemment position assise et debout, puis essayez de relâcher votre muscle beaucoup à la fin d'uriner. Oui, je suis bien d'accord avec vous. C'est des choses que mon médecin m'a dit de faire, que je fais. Mais à un moment donné, que parfois, ça arrive que je pense que c'est fini, puis c'est pas encore fini. Ça continue toujours. Et je peux être là 10 minutes de temps à attendre, puis à faire l'exercice. Je vais lire la prochaine question. Merci beaucoup, monsieur.
Au quotidien, j'ai pratiquement 0% d'incontinence. Cependant, lors de l'activité sexuelle, il y a des pertes tant au début qu'à la fin. Peut-on améliorer cette situation? Donc, comme je le mentionnais, oui, l'incontinence urinaire lors de l'activité sexuelle, c'est peut-être justement une activité où on est moins concentré sur nos muscles du plancher pelvien. Donc, c'est certain, je vais à la fin laisser Mme Brown commenter sur la portion de rééducation périnéale qui peut être effectuée. Mais si ce n'est pas suffisant, ben oui, je veux dire, il n'y a pas de seuil minimal pour envisager une chirurgie de correction. C'est quelque chose, c'est sur une base individuelle. Donc, il n'y a pas de degré pour dire que on ne peut jamais viser au niveau des attentes, d'avoir une correction nécessairement parfaite. Mais est-ce que 30 grammes, c'est incommodant versus quelqu'un pour qui va être capable de très bien le tolérer? Et lui, c'est quand ça atteint plus le 150, 200 grammes. Il n'y a pas de seuil minimal pour envisager une correction chirurgicale. Puis si c'est justement, comme je mentionnais, l'orgasmurie, donc des fuites d'urine, particulièrement lors de l'orgasme et pendant toute l'activité sexuelle, ça fait partie des symptômes, si on veut, quand même typiques, classiques de l'incontinence urinaire à l'effort post-prostatectomie. Et ça peut se mériter, dans le fond, une évaluation pour traiter la cause. Mais je pense que je commencerai probablement d'abord avec, si c'est vraiment spécifiquement lors de l'activité sexuelle, j'irais davantage vers la première ligne avec la rééducation périnéale d'abord, avant d'envisager la chirurgie, mais ce n'est pas exclu. Je n'ai pas vraiment beaucoup à ajouter sur ça. C'est juste que quand on est au début des relations, ça dépend, parce que c'est très spécifique comme question. Au début des relations, qu'est-ce qui se passe pour maintenir l'érection? Les messieurs vont souvent contracter beaucoup le plancher pelvien pour garder le sang dans le pénis. Alors, c'est possible que s'il fait trop de ça au début, que le muscle devienne fatigué. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est quand on a de l'orgasme, le cerveau qui, comme je vous ai expliqué, elle contracte beaucoup, elle concentre beaucoup pour contrôler la vessie. Mais avec les orgasmes, on voit ça chez la femme et chez l'homme. Souvent, ça fait une diminution de contrôle parce que les inhibiteurs dans le cerveau fonctionnent moins bien parce qu'il y a trop d'autres activités qui se passent à ce moment-là. Oui, ma question est pour le docteur Nadeau. Je devais avoir une installation d'une bandelette, là. On m'a appelé fin septembre. Mais là, j'ai été obligé de suivre des traitements en radiothérapie. J'ai dû canceller. Est-ce qu'après mes traitements ou un peu plus tard, ça va être possible de me faire installer une bandelette comme c'était supposé? Donc oui, c'est une excellente question. Il n'y a pas d'ordre à savoir est-ce qu'il faut faire la chirurgie de correction avant ou après la radiothérapie. Dans le sens que le fait d'avoir de la radiothérapie pourrait modifier comment la vessie et l'urètre et le sphincter fonctionnent, donc pourrait potentiellement même aller jusqu'à aggraver, augmenter le degré de sévérité, augmenter les fuites. C'est sûr que si c'est comme assez clair qu'on se dirige vers de la radiothérapie. Si c'est dans l'air qu'on voit l'APS qui est en train d'augmenter puis qu'on en discute avec notre urologue qui a fait la chirurgie, bien, moi, je vais optimiser de toute façon, c'est toujours le cancer qu'on veut contrôler, ça, c'est indiscutable. Mais également, je veux que, dans le fond, idéalement, si on peut reporter, comme vous avez fait, la chirurgie pour laisser le temps à la radiothérapie de faire ses effets aussi et de voir comment la fonction de la vessie et de l'urètre vont se stabiliser et on réévaluera à ce moment-là où on se situe. Est-ce que c'est toujours la bandelette qui est le bon traitement pour vous ou peut-être même un autre type de bandelette ou s'il y a vraiment aggravation, ça pourrait être le sphincter parce que selon le type de bandelette que je peux vous avoir proposé, il y en a une qui donne la Advance, ça donnerait de moins bons résultats chez ceux qui ont déjà eu de la radiothérapie. Donc, on parle plus de 50% d'efficacité versus un 70%, 65-70% quand on n'en a pas eu. Donc, ce serait peut-être pas la meilleure option à ce moment-là après avoir eu de la radiothérapie. Et soit dit en passant, je ne voulais pas amener de confusion avec les prix. Il y a absolument zéro, ça coûte zéro n'importe toutes ces chirurgies-là. C'est complètement remboursé par la régie. C'était vraiment seulement à titre indicatif. Ça ne vous coûte rien de voir le médecin, d'être opéré ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas hésiter.
curiosité de ce côté-là. Merci. Moi, j'aimerais savoir, au niveau des exercices Kegel, quelle est la meilleure période pour les faire et la meilleure position? OK, pour les exercices Kegel, au début, c'est mieux de les faire coucher parce que vous allez vraiment pouvoir concentrer sur le muscle. Quand on est couché, on n'a pas besoin de penser à notre équilibre. Alors, le muscle n'est pas en train de travailler pour l'équilibre ou pas d'autre chose. Alors, vous pouvez essayer en position couchée. Une fois que vous l'avez maîtrisé en position couchée, vous l'essayez en position assise et en position debout. Mais c'est très important de le faire en position debout parce que c'est là où est-ce que vous allez avoir des fuites la plupart du temps. La plupart de nos patients, c'est en position debout qu'ils vont avoir des fuites. Alors, nous, on suggère aux messieurs de les faire une série assis, une série couchée, une série debout, puis 2 autres séries au courant de la journée. Le meilleur moment pour le faire, c'est quand vous n'êtes pas fatigué. Alors, vous pouvez le faire souvent, il y a de nos patients qui vont le faire le matin. Ils vont en faire peut-être 2 heures plus tard, parce que nous, on demande qu'ils le font 5 fois par jour. Alors, essayez de choisir ces moments-là. Si vous prenez cette période de repos que je suggère, et c'est vraiment bien de prendre cette période de repos, vous pouvez faire vos exercices une fois que vous avez fini votre période de repos. Alors, vraiment, position assis, couché, debout, mais commencez assis juste pour être sûr que vous comprenez vraiment l'exercice. Une fois que vous êtes sûr que vous faites la bonne chose, les 3 positions. Et quand vous n'êtes pas fatigué. Peut-on les faire debout? Ah, pas debout, mais en marchant. Oui, en marchant, c'est une bonne idée aussi. Parce que si vous avez, avec votre calendrier, vous avez vu lors de ma marche que j'ai eu plus de fuites, c'est le bon moment de les faire. Mais on ne peut pas le faire pendant toute la marche. Donc, qu'est-ce que je suggère à mes patients? C'est à chaque coin de rue de serrer le muscle, mais pas fort, serrer à moitié, tenez-le 20 secondes. Prochain coin de rue, fais-le encore. Alors, essayez de choisir des moments ou bien chaque poteau de lumière ou quelque chose comme ça. J'ai une question ici, je vais la prendre, puis après ça, je repasserai le micro à l'audience. Peut-il y avoir une incontinence intestinale après la radiologie pour la prostate? Donc, je vais avec mes connaissances en urologie générale, mais oui, il y a des modifications. Dans le fond, on essaie de plus en plus de cibler la prostate, l'organe à traiter avec les traitements de radiothérapie, de de curithérapie. Mais c'est sûr que les rayons de radiothérapie peuvent également toucher les organes adjacents, dont le rectum. Et donc, le rectum peut également subir certaines séquelles. Donc, des fois, une fragilité un petit peu plus à saigner et des modifications donc au niveau du transit, là, que ce soit de la diarrhée, parfois de l'incontinence fécale. Ça reste très rare, mais c'est pas impossible. Donc, définitivement, ça vaut la peine d'en parler là, avec l'urologue ou le radio-oncologue là, qui nous suit pour tenter de corriger ça. Parfait, merci. C'est une séquelle qu'on voit quand même assez souvent avec la radiothérapie, oui. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que le rectum, il perd son élasticité. Donc, il a la difficulté d'en tenir autant, puis il veut le chasser beaucoup plus vite. Puis ça peut affecter aussi le plancher pelvien. Donc, encore, les exercices, on les suggère beaucoup après la radiothérapie pour ces mêmes raisons. Moi, c'est le matin, au petit déjeuner, je prends un café. C'est automatique que 15 minutes à, mettons, 25 minutes après, je vais aux toilettes. Puis tout s'écoule très bien. C'est facile. Dans d'autres cas, je vais prendre une bière ou 2. Puis l'écoulement va se faire peut-être au quart, puis je vais trouver de retourner 5 minutes après, puis encore un autre quart, à toutes les 15 minutes. Y a-t-il une explication? Tantôt, vous disiez que le café, normalement, pour moi, c'est un diurétique. En tout cas, le café, ça me porte à uriner, puis c'est automatique. Là. À tous les matins, ça se passe comme ça. OK. Et vous dites, quand vous prenez la bière, vous avez la difficulté à uriner? Oui. OK. Le café, l'effet du café, ça va directement sur le muscle de la vessie. La vessie, c'est un muscle qu'on appelle lisse et il réagit beaucoup au caféine. Donc, quand la vessie se remplit et quand elle veut se vider, c'est vraiment une contraction. Et la vessie, le café, ça cause une contraction au niveau de la vessie. Pour la bière, je n'ai pas vraiment compris qu'est-ce qui se passe avec vous. C'est que vous deviez aller 2 à 3 reprises
OK, alors probablement, mais la bière, elle fait pas l'effet de contraction au niveau de la vessie. Mais nous, on voit beaucoup aussi du monde, quand ils vont boire la bière, qu'ils ont plus de difficultés à cause de la réaction que la bière fait dans le cerveau. Mais c'est pas de difficulté pour uriner. Souvent, on voit les difficultés pour contrôler. Alors, je sais pas s'il y a une autre raison. Non, c'est pas mal. Je suis d'accord. Ma question est pour le docteur Nadeau. Mon neurologue m'a prescrit du Vesicare. Moi, je crois que j'ai de l'incontinence, surtout à l'effort. Donc, ça n'aura aucune réaction pour ça. Bien, comme je l'ai mentionné, dans 2/3 des cas, ça va être de l'incontinence urinaire à l'effort pur, mais quand même, dans 1/3 des cas, il va y avoir à la fois de l'incontinence à l'effort et une portion de vessie hyperactive, de vessie spastique. Et c'est le Vesicare ou solifénacine est un médicament qui va agir sur la vessie. Donc, souvent, ça va être quand même... ça peut, chez certains patients, là, vraiment valoir la peine d'essayer la médication pour corriger les spasmes de vessie. Mais c'est sûr que si on a une bonne incontinence urinaire à l'effort également, on risque de ne pas voir une grosse différence avec la médication. Donc, mais quand même, moi, c'est une médication chez certains patients que je vais utiliser, que ce soit solifénacine ou un autre médicament là, de la même classe. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de faire des examens également avant la chirurgie, comme je mentionnais, la cystoscopie et le bilan aérodynamique, mais également avec les questions qu'on peut poser à nos patients. Ça nous dénote des fois là, des éléments de vessie hyperactive. Donc, même avec une chirurgie, exemple une bandelette, il pourrait persister. Parce que la bandelette va corriger l'incontinence à l'effort, mais pas la vessie. Donc, c'est souvent après la bandelette que là, on se rend compte que là, la personne va se rendre compte que, ah oui, finalement, il y a aussi de la vessie hyperactive. Parce que même s'il n'y a plus de fuite quand je tousse, que je ris, que j'éternue, j'ai quand même des envies pressantes, besoin de courir les toilettes un peu plus, et la médication va être nécessaire quand même après la chirurgie. Fait que c'est vraiment 2 grandes branches là, de l'urologie. Oui, c'est de l'incontinence dans les 2 cas, mais qui peuvent ça peut être un ou l'autre ou les 2. Mais c'est sûr que s'il y a une importante composante de fuite à l'effort, bien ça vaut la peine également de l'adresser. Mais je vous dirais pas, dans le fond, tu sais, le solifénacine, s'il est bien toléré, moi, je vous encouragerais là, à le continuer puis à en rediscuter avec votre médecin pour peut-être orienter vers des traitements d'incontinence à l'effort. Maintenant, lorsqu'on a l'incontinence à l'effort, est-ce qu'on doit continuer à faire des efforts ou se tenir tranquille? Être actif, c'est toujours bon pour la santé. Donc, ça, c'est... Et la récupération va être aussi rapide? Ça n'ira pas rien briser ou déchirer de faire. C'est sûr, il faut quand même respecter la convalescence après la chirurgie immédiatement. Mais après ça, c'est pas parce qu'on est rendu à 1 an après la chirurgie, c'est de faire nos exercices du plancher pelvien. Mais faut pas. Si on est capable de ne pas se limiter, au contraire, il faut continuer à être actif le plus possible. Et comme je le montrais par les données qu'on avait en Ontario, plus le temps passe, plus le pourcentage d'hommes qui avaient besoin éventuellement d'avoir une chirurgie augmentait. Donc, initialement, c'était plus du 2-3 % jusqu'à un 5 %. Et il n'est jamais trop tard pour consulter. On dit oui, il y a un potentiel de récupération jusqu'à 12-24 mois et le plateau est par la suite atteint. Mais si on est rendu 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, il n'est jamais trop tard. Donc, ça vaut la peine d'en parler. J'aurais aussi une question, Mme Brown. Oui. Mon neurologue m'a remis une prescription pour consultation en physiothérapie. Je pense qu'il m'en doute ma capacité à faire mes exercices de Kegel. Maintenant, ma question est, on peut-tu consulter en milieu hospitalier ou on doit aller dans le privé automatiquement? Maintenant, c'est offert en privé à la plupart de places. À Montréal, il y a 2 centres dans les hôpitaux où est-ce qu'on peut consulter pour ça. Mais ces 2 centres-là, c'est pour l'incontinence urinaire chez la femme. Je ne sais pas, ici au Québec, peut-être vous pouvez savoir. Il n'y en a pas. Non. OK. Alors, la plupart de places, c'est vraiment en privé. Il faut payer la physiothérapeute. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'êtes pas obligé de faire 8 à 10 traitements. Des fois, c'est bon. Des fois, on vous voit pendant longtemps. Mais il y a des messieurs qui aiment... On peut regarder votre exercice, vous aider avec le calendrier, vous donner des conseils et vous voir peut-être 6 semaines plus tard, vous aider. Alors, souvent, je vais voir mes messieurs 1 ou 2 fois, puis juste les suivre pour donner des conseils, surtout s'ils savent comment faire l'exercice. Mais nous, on peut vous assurer que oui, vous le faites bien. Puis comme je vous dis, il faut serrer
serrer vite, il faut serrer longtemps. Il y a beaucoup de différentes façons de l'entraîner qu'on peut vous mettre sur un programme. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle a suggéré ça. Donc, en appelant l'association, je vais pouvoir Oui, les noms de physiothérapeutes dans ma région. Oui. Dans le site web de l'Ordre professionnel, c'est oppq.qc.ca. Vous mettez votre code postal et vous allez trouver. Et il y a des physios qui font la rééducation périnéale, mais pas les hommes. Alors, il faut vraiment trouver. Et c'est tout inscrit sur le site. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Parler, mais qu'est-ce que tu... Il faut qu'elle parle. Moi, c'est surtout la nuit. Je sais pas, je me réveille 5-6 fois pour aller uriner, puis je force un peu parce que j'ai hâte de me rendormir, tu sais. Fait que je me demande si j'ai toujours mon urinoir à côté de mon lit parce que c'est comme automatique, tu sais. Moi, je me suis fait opérer pour la prostate, là, en radiothérapie. Tu sais, ça fait quand même depuis 2010. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de complications, puis, mais j'ai réussi quand même à passer un peu à travers par la bonne alimentation, à faire beaucoup d'exercices, à faire de l'antigymnastique, à faire de la marche rapide, comme qui parlait des acteurs un peu qu'on a vu. Fait que ça m'a aidé beaucoup à pas rester à être actif au lieu d'être passif. Fait que ça m'a aidé un peu. Fait que, bon, au niveau des érections, c'est moins que c'était, mais il y a des écoles de pensée qui disent c'est bon, puis il y a d'autres écoles de pensée, dans mon cas, qui disent que l'abstinence est très bon aussi. C'est comme d'un mode de vie, tu sais. Fait que c'est à peu près ça que je voulais dire. Ça fait du bien d'en parler. OK? C'est bien. Une chose pour le fait que vous allez plusieurs fois la nuit, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous allez trop souvent le jour aussi, votre vessie ne devient pas habituée de s'étendre. Alors, combien de fois par jour allez-vous, savez-vous? Je prends un café, j'y vais tout de suite, mais à part de ça, mettons 2-3 fois. OK. Alors, c'est pas ce cas-là. Avez-vous les pieds qui enflent à la fin de la soirée? Parce que si... si les pieds enflent à la fin de la soirée, des fois, ça fait plus d'urine dans le système. OK. L'autre chose, des fois, qui peut être reliée la nuit, si vous faites de l'apnée de sommeil, est-ce que vous dormez bien la nuit ou est-ce que vous réveillez? Oui, je prends des genres pas des médicaments chimiques, mais des médicaments biologiques un peu comme stimulant. Parce qu'on a vu un lien entre le monde qui ont l'apnée de sommeil et l'incontinence la nuit. Peut-être. Mais des fois, quand je travaille trop, j'arrive chez nous, j'ai l'impression que mes testicules ils grossissent un peu. Ça. Quand vous travaillez beaucoup? Oui, peut-être quand je fais des efforts ou quoi que ce soit, mais le lendemain, ça disparaît. Je ne sais pas si ça a des conséquences ou quoi que ce soit. Bien, c'est sûr que des fois, ça peut prendre un examen physique. Donc, moi, je vous recommanderais vraiment d'en parler, soit avec votre radio-oncologue ou qu'il vous dirige en urologie, dans le fond, s'il n'est pas capable de bien adresser là, vos plaintes au niveau de la vessie. Puis l'autre chose que j'ajouterais, de faire vraiment très attention au niveau des liquides que vous ingérez le soir. Donc, si on se lève 4 à 5 fois la nuit, de cesser complètement toute ingestion de liquide autant que possible à partir de 19h le soir. C'est ce qu'il m'avait dit après. Donc, c'est la première chose. Mais c'est sûr que la radiothérapie, donc j'ai parlé beaucoup de la prostatectomie radicale, mais la radiothérapie va laisser des séquelles au niveau de la vessie, de l'urètre et du rectum. Et ça va rendre les tissus un peu moins élastiques. Donc, ça peut être un des effets là, de la radiothérapie sur la vessie, est un petit peu moins élastique pour moins contenir, mais il y a plusieurs choses à évaluer, donc c'est difficile. Est-ce que c'est dangereux de trop forcer aussi quand tu vas à la selle ou quoi que ce soit? Bien, c'est sûr que d'être constipé, c'est un des fléaux là, en Amérique du Nord de par nos habitudes de notre diète. Donc, mais tu sais, de forcer pour uriner, ce que vous mentionniez, ça, c'est comme un peu moins bon, justement. La vessie ne devrait pas avoir à forcer. On ne devrait pas avoir à forcer pour uriner. Surtout pas, justement, quand on urine, on est supposé uriner sans avoir besoin de forcer, contrairement à quand on va à la selle.
Donc ça, c'est une des choses. Mais tu sais, c'est ça, ça peut demander justement une évaluation un petit peu plus là, du cas par cas avec un bon examen physique, puis tu sais, s'assurer qu'avec une échographie que votre vessie se vide bien et tout. Fait que tu l'espoir au début de mourir, mais là, je veux pas mourir. Il y a toujours de l'espoir. Oui. Merci. Oui, bonjour. Ma question est pour Mme Brown. Suite à mon opération, par après, j'ai eu des injections d'Iligar qui font un affaissement de la masse musculaire. Donc, j'avais pas vraiment de problème au niveau de perte urinaire. J'en ai un petit peu plus, malgré que mon cas n'est pas catastrophique, là. Je me considère chanceux. Mais est-ce qu'avec les exercices de Kegel ou d'autres exercices, il y a moyen de revenir pareil? Je suis toujours sur le traitement d'Iligar, là. Puis, c'était pour quelle raison, ce traitement? Parce que le PSA montait, baissait, a fallu pour ajuster. C'est une injection, bien sûr, qui est dans le ventre. And that's going to cause a decrease in... Okay. C'est en hormonothérapie. C'est ça. Ah, OK. OK, mais en termes de masse musculaire, ça les diminue aussi. Bonne question. OK. Mais, oui, excusez parce que je n'étais pas au courant des... C'est correct, des non, ça va, c'est des hormones, c'est ça. C'est sûr que le muscle, ça peut toujours renforcer. Alors, ça vaut toujours la peine. Et c'est pas juste le fait que le muscle renforce, c'est que si vous l'utilisez au bon moment, ça, c'est bien. Alors, comme je vous dis, si vous réalisez que vous avez des fuites à une certaine activité, faire l'exercice avant, alors vous faites l'exercice avant, vous faites l'activité et là, vous relâchez. Alors ça pourrait oui, ça pourrait vous aider. OK. Bien, merci beaucoup. Mm-hmm. J'ai une dernière question avant de conclure la conférence. De tous les moyens thérapeutiques que vous suggérez, bandelettes, sphincter artificiel, physiothérapie, qu'est-ce qui est remboursé par la RAMQ et non remboursé par la RAMQ? Là, si j'ai bien compris, la physiothérapie n'était pas remboursée par la RAMQ. Ça se fait en clinique privée. C'est ça. Et toutes les chirurgies le sont. Mais une chirurgie demeure quand même une procédure avec... la majorité du temps, ça va bien, ça fonctionne bien, mais c'est quand même la physiothérapie. Il n'y a quand même aucun risque à faire de la physiothérapie. C'est facile, on peut en faire tous les jours chez nous. Fait que c'est pour ça qu'on parle de traitement de première ligne. Et vraiment, comme Mme Brown le mentionnait, je pense que ça vaut quand même la peine. Les physiothérapeutes qui sont formés en rééducation pelvipérinéale ont fait une maîtrise dans ce domaine-là. Pendant 2 ans, elles n'ont étudié que ça. Elles sont vraiment des expertes. Elles passent plus de temps avec vous souvent que le médecin, on est capable de le donner. Avec le rendez-vous au bureau, c'est quand même plus rapide. Donc, il y a beaucoup d'éducation. Elles en connaissent énormément. Elles sont capables de chaque particularité, justement, de donner beaucoup d'éducation de ce côté-là. Fait que je pense que ça vaut la peine d'aller consulter, ne serait-ce que pour quelques séances, si on n'est pas capable de s'offrir tout le plan de traitement au complet. Et il y a quand même une partie des gens qui ont quand même une couverture d'assurance via leurs assurances privées pour la physiothérapie. Pour ce qui est des chirurgies, bien, tout est remboursé là, via les hôpitaux. Il n'y a absolument aucun frais à débourser de ce côté-là. Et d'investir pour la physiothérapie, je veux dire, les protections urinaires, c'est très dispendieux aussi et ce n'est pas remboursé. Donc, je pense que ça vaut la peine aussi d'aller chercher tous les outils là, qui sont mis à votre disposition. Bon, bien, merci beaucoup, Dr. Nadeau, Claudia Brown. Ceci va clore la session de questions. Pour les questions qui n'ont pas été répondues, on les a en note et ne vous inquiétez pas, là, au cours des prochaines semaines, vous allez les retrouver sur notre site Internet dans la section « Foire aux questions ». Alors, je sais que c'est une conférence qui a suscité beaucoup de questions et également, j'ai pu lire là, sur certains commentaires là, qu'on a reçus bien des fois, il y a une certaine forme de frustration à savoir est-ce que je dois faire des exercices Kegel pour le restant de mes jours et puis est-ce qu'il y a d'autres solutions? Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un bon message d'espoir. Ce soir, que non, tu n'es peut-être pas tenu à faire des exercices Kegel pour le restant de tes jours,
faut que tu en parles avec ton médecin, il faut que tu vois quelles sont les autres solutions. C'est définitivement une approche qui est privilégiée, mais en même temps, si ça ne fonctionne pas, ben je pense qu'il ne faut pas rester silencieux, puis il faut discuter des solutions là, qui peuvent s'offrir à nous. Puis évidemment, la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir son journal de miction, d'être au moins bien préparé pour avoir cette discussion-là qui est constructive. Moi, j'ai trouvé la conférence de ce soir là, vraiment intéressante. Juste quelques petits points avant de conclure. Vous avez reçu un sondage. Si vous pouviez le remplir puis nous le remettre, ce serait vraiment super parce que c'est ça qui nous permet de déterminer les sujets des conférences parce qu'on veut s'assurer que les outils qu'on développe, ben, au moins que ça réponde à vos besoins. Et puis, pour ceux qui sont en ligne, avant de quitter la web diffusion, là, vous avez juste à cliquer sur votre bouton en bas à droite de votre écran, puis vous allez accéder au sondage en ligne directement. Pour ceux qui seront peut-être dans la région de Montréal autour du 9 novembre, il y a un mini-café qui va avoir lieu à l'Hôtel Bonaventure avec 2 urologues. C'est une conférence interactive, questions-réponses avec Luc Valiquette et puis Dr. Fred Saad. Alors, puis ça va porter sur le cancer de la prostate, bien sûr, mais l'incontinence, la dysfonction érectile, puis les options de traitement en 2015. Alors, pour ça, vous avez juste à aller sur notre site pour aller trouver l'information. On a déjà le bandeau d'enregistrement si jamais vous voulez y participer. Pour ceux qui veulent revoir la conférence de ce soir, elle va être sur la chaîne YouTube. Normalement, là, d'ici une semaine. Alors, vous allez recevoir un courriel comme quoi elle est disponible. En terminant, évidemment, on vous invite à porter le nœud papillon. Si vous en avez un chez vous, le 19 novembre, ce serait super. C'est la journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Sinon, vous pouvez le porter tout le mois de novembre, mais c'est encore mieux parce que c'est vraiment le mois du cancer de la prostate. Alors, sur ce, je vous remercie infiniment. Merci pour votre présence. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Thank you very much for your participation. Et puis, on va se revoir au mois d'avril 2016. Merci beaucoup.